Des copeaux, s'enroulant en spirale, tombèrent sur le sol autour des mains burinées de Michael Stone. Son couteau entaillait impitoyablement l'érable, travaillant avec une précision effrayante. Devant la fenêtre de l'atelier, dans la brume matinale de Millbrook, une BMW noire se dressait comme un prédateur. Un homme en costume de millionnaire serrait une enveloppe cartonnée contre sa poitrine et tremblait. Les yeux gris acier de Michael rencontrèrent dans le visage désespéré de l'étranger à travers la vitre. Le ciseau se figea à mi-cou. Quelque chose se serra en lui. La reconnaissance, peut-être la peur. Les chaussures lustrées de l'étranger glissèrent sur le vieux bois craquelé alors qu'il s'approchait. « Ma fille, elle n'a pas bougé depuis 6 mois. » La voix de l'homme brisa le silence à travers la porte, rauque d'épuisement et de désespoir. « Les médecins disent donc qu'ils ne peuvent plus rien faire. J'ai tout dépensé, toutes mes relations, tous les services, tout dernier espoir. » Michael posa son couteau et ouvrit la porte, voyant le vide de la dévastation dans les yeux du père. « Laissez-moi l'aider, » dit-il doucement. Pendant 2 ans, Michael s'était caché dans cette petite ville du Connecticut, sculptant des meubles et des jouets pour enfants, faisant semblant que le rythme mesuré de la menuiserie pouvait noyer les fantômes de ses nuits. Millbrook était un endroit où les secrets étaient bien gardés sous des couches de politesse provinciale et de feuilletons dans mois d'automne. À travers les minces murs, il pouvait entendre sa fille de 8 ans, Emma, fredonner en se préparant pour l'école. Sa voix était la seule chose qui le rattachait à cette nouvelle vie, bâtie sur les cendres du passé. L'air du matin portait l'odeur du bois brûlant des cheminées voisines, se mêlant à l'arôme piquant de la colle à bois, fermement incrusté dans l'atmosphère de son atelier comme une seconde peau. Il avait choisi cet endroit parce que, ici, une personne pouvait simplement disparaître, pouvait devenir quelqu'un d'entièrement différent. L'étranger à sa porte ressemblait à un homme vidé de l'intérieur. Richard Wellington le reconnut, même sans l'avoir jamais vu en personne. Il mesurait 6 pieds, mais semblait plus petit, diminué par de longs mois de nuits blanches et de consultations médicales qui n'avaient mené à rien. Le costume coûteux pendait sur lui comme un sac. Il avait probablement perdu 20 livres entières depuis la tragédie de sa fille. Ses mains tremblaient alors qu'il serrait l'enveloppe contre sa poitrine, comme si elle contenait sa dernière prière. Le moteur de la BMW crépitait encore en refroidissant, un luxe incongru parmi les camionnettes et les berlines cabossées qui ornaient habituellement ce quartier ouvrier. Michael le vit clairement sur son visage, ce type particulier de désespoir quand une personne a des ressources illimitées, mais qu'elles sont totalement inutiles face au problème le plus important. « Vous vous êtes trompé de porte, » dit Michael, mais sa voix sonnait peu convaincante. Il savait parfaitement qui était Richard Wellington, le PDG d'une grande compagnie d'assurance dont l'emblème ornait les factures à travers la Nouvelle-Angleterre. Mais plus important encore, il se souvenait de l'accident qui avait fait les gros titres 6 mois auparavant, lorsqu'une voiture d'une étudiante de 16 ans avait été projetée contre un chêne au bord de la route la nuit. Le fait que Wellington se tienne sur son seuil parlait de lui-même. Quelqu'un avait parlé. Quelqu'un savait, pour la vie qu'il avait abandonnée, pour les compétences qu'il avait laissées prendre derrière lui avec les factures médicales de sa femme et sa confiance en soi brisée. La voix de Richard devint plus forte, plus insistante, coupant le faux calme de Michael comme un scalpel à travers de la chair vivante. « Je sais qui vous étiez. Le docteur Michael Stone, chef de la neurochirurgie à l'hôpital de Yale à New Haven. Je sais que vous avez fait des miracles avant de disparaître. » Richard parle rapidement, comme s'il avait répété le discours 1000 fois pendant des nuits blanches. « Ma fille Sarah est paralysée sous la taille depuis l'accident. Tous les spécialistes du pays disent qu'il n'y a plus rien à faire. Mais j'ai entendu des murmures dans la communauté médicale à propos de vos méthodes, à propos de cas où vous avez ramené des gens du bord de l'impossible. » La mâchoire de Michael se serra alors que les souvenirs inondaient son cerveau comme une vague glaciale. La lumière de la salle d'opération, la danse habile du scalpel et de l'aiguille, le sentiment presque divin de tenir le destin de quelqu'un d'autre entre ses mains. Et puis le cauchemar. Le bip régulier des moniteurs cessa soudainement, et le visage de sa femme devint blanc sur la table d'opération même où il avait promis de la sauver. Richard s'approcha et son désespoir était palpable dans l'air du matin. « J'ai tout essayé. Traitement expérimental en Suisse, cellules souches en Allemagne, acupuncture, pratiques méditatives de guérisseurs. J'ai dépensé plus de 3 millions de dollars à courir après l'espoir et rien n'a aidé. Mais Sarah n'était pas seulement paralysée physiquement, elle a aussi abandonné intérieurement. Ma brillante et têtue fille a juste cessé de se battre, et chaque jour je la vois mourir lentement. » Une douleur brisée résonna dans sa voix. Michael ressentit immédiatement le tourment d'un père qui avait épuisé toutes les voies et en était venu à sa dernière chance désespérée.
Savez-vous ce que les médecins ne peuvent pas faire ? Murmura Michael. Ils ne ressuscitent pas les morts, ils ne peuvent pas réparer les erreurs qui vous tourmentent pour chaque nuit. Et ils ne promettent certainement pas de miracle à des pères brisés qui pensent que d'anciens chirurgiens sauveront ce que les meilleures cliniques du monde n'ont pas pu. Mais même en disant cela, Michael s'écartait déjà, laissant Richard Wellington entrer dans son atelier. Chapitre 2, une nouvelle perspective. À midi, le parc était presque vide, à l'exception de quelques coureurs et d'un vieil homme nourrissant des canards près de l'étang. Michael arriva le premier et choisit un banc sous un énorme érable, dont les feuilles, se détachant, tombaient comme des pièces d'or à chaque coup de vent. Toute la matinée, il avait essayé de travailler sur le cheval à bascule commandé, mais ses mains tremblaient tellement qu'il faillit gâcher la crinière qu'il sculptait depuis une semaine entière. Richard Wellington apparut peu après, marchant lentement, courbé sous un poids invisible. Maintenant, il n'était plus en costume coûteux, mais en jean et en simple manteau de laine. La transformation était frappante. Sans l'armure de la richesse, Richard ressemblait à n'importe quel autre père désespéré, s'accrochant au dernier fil d'espoir. Il s'assit à côté de Michael sans invitation, et ses mains tremblèrent alors qu'il sortait son téléphone. « C'est Sarah, il y a 6 mois, » dit Richard, montrant à Michael une photo d'une belle fille aux longs cheveux blonds et aux yeux verts intelligents, debout près d'une exposition de foire scientifique. Elle venait de remporter la première place pour son projet sur la régénération nerveuse et les lésions de la moelle épinière. Bourse complète pour Harvard. Elle rêvait d'étudier la médecine et de changer le monde. Elle disait toujours que pour chaque problème, il y a une solution, si vous êtes assez intelligent pour la trouver. Sa voix faiblit alors qu'il tournait l'image. Sur la photo suivante, la même fille gisait inconsciente dans un lit d'hôpital, entourée de machines. Son visage était pâle et immobile, comme si elle ne se réveillerait jamais. L'accident s'est produit sur la route 9 pendant un orage. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge et la voiture de Sarah a fait 4 tonneaux avant de heurter un chêne. Elle a été dans le coma pendant 3 semaines et quand elle s'est finalement réveillée, Richard s'interrompit, incapable de finir la phrase. La lésion de la moelle épinière était complète au niveau de la première vertèbre lombaire, continua-t-il dans le langage clinique qu'il avait appris au fil des mois de consultation médicale. Paralysie complète sous la taille, aucune sensation ni mouvement volontaire, aucun espoir de récupération. C'est ce que tous les neurologues ont dit. Mais la paralysie physique n'est pas le pire. Quand Sarah entrait dans une pièce, elle l'éclairait. Elle se disputait avec les professeurs sur la philosophie, discutait de politique à table, et maintenant, elle ne parle à personne. Elle ne mange que si je la force. Elle ne regarde même pas par la fenêtre. C'est comme si l'accident avait brisé non seulement sa colonne vertébrale, mais aussi son esprit. Michael examina les photos, voyant non seulement le visage de Sarah, mais aussi les visages de dizaines de patients qu'il avait traités au fil des ans. Des jeunes dont l'avenir avait été volé par une violence aléatoire, dont les familles espéraient un miracle qu'ils ne pouvaient pas toujours donner. Pourquoi pensez-vous que je peux l'aider si même les meilleurs neurologues de Harvard étaient impuissants ? Demanda Michael, bien que quelque chose dans les yeux de Sarah lui rappelât une autre jeune fille qui avait jadis combattu l'impossible avec une détermination inébranlable. Parce que vous n'avez pas seulement traité des patients, vous avez changé toute l'approche de la récupération du système nerveux, répondit Richard, sortant un article de journal jauni. Le titre disait « Un chirurgien local développe une méthode révolutionnaire pour les lésions de la moelle épinière ». Et la photo montrait un Michael beaucoup plus jeune recevant un prix pour des techniques chirurgicales innovantes. L'article est paru il y a 5 ans. Il mentionne votre travail expérimental sur la régénération des voies neurales, la théorie selon laquelle un entraînement moteur fin intensif peut aider le cerveau à créer de nouvelles connexions autour des tissus médulaires endommagés. La communauté médicale vous a qualifié de visionnaire jusqu'à ce que vous disparaissiez. La gorge de Michael se serra en lisant ses propres mots dans l'article. Les promesses de futurs traitements pour les lésions de la moelle épinière semblaient maintenant des prophéties d'une vie entièrement différente. C'était avant, dit Michael, rendant le clipping, avant que ma femme Helena ne meure sur ma table d'opération, avant que je ne réalise que tout rêve d'avenir est sans valeur si vous ne pouvez pas sauver la personne que vous aimez le plus. Ces mains qui ont sauvé des centaines de vies m'ont fait défaut quand cela comptait le plus. Je n'ai plus touché de scalpel depuis. Sa confession resta suspendue entre eux comme un pont lourd qu'aucun des 2 hommes n'était prêt à traverser. Richard resta silencieux, pendant quelques minutes, digérant ce qu'il avait entendu. Quand il reprit la parole, ses mots étaient soigneusement choisis, doux mais insistants. « C'est peut-être pour cela que vous êtes celui qui peut aider Sarah.
Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous savez ce que c'est que de tout perdre et de trouver encore un sens à la vie. Sarah est paralysée non seulement dans son corps, mais aussi dans son cœur et son âme. Elle a besoin de quelqu'un qui est tombé du sommet et a réussi à apprendre à se relever chaque matin. Contre le bon sens, qui le poussait à fuir, Michael hocha la tête. « Je la rencontrerai », dit-il finalement. « Mais comprenez une chose, s'il vous plaît, je ne peux promettre aucun miracle médical. Quoi que j'essaie pour Sarah, il ne s'agira pas de chirurgie ou de médecine traditionnelle. Tout cela appartient au passé. » Le soulagement se reflétait clairement sur le visage de Richard. Ses épaules s'affaissèrent, comme si un poids insupportable avait été levé. « De quoi s'agira-t-il alors » demanda-t-il. Michael regarda ses mains. Ses outils, qui avaient accompli des miracles et causaient tant de douleur, étaient maintenant calleux et tachés par des mois de menuiserie. « De ce que j'apprends moi-même lentement, en sculptant figure après figure, dit-il, l'art de guérir sans couper, la capacité de restaurer sans détruire, de trouver la beauté dans ce qui s'est brisé. » Alors qu'il se leva pour partir, Michael réalisa soudain, il retournait dans le monde qu'il avait juré de quitter pour toujours. Chapitre 3. Dans le monde de Sarah. Le manoir des Wellington se dressait sur 5 acres de pelouse manucurée dans le quartier le plus prestigieux de Millbrook. L'énorme bâtiment de style Tudor était un monument au succès et semblait aussi froid et imprenable qu'un mausolée. Michael conduisit sa camionnette cabossée dans l'allée circulaire, se sentant comme un étranger dans un monde de fontaines de marbre et de jardins conçus par des professionnels. À travers les hautes fenêtres, il vit des tableaux et des meubles coûteux, mais la maison semblait vide. Comme si aucune somme d'argent ne pouvait combler le vide laissé par le deuil. La porte fut ouverte par une femme d'âge moyen, une latina nommée Rosa. Rosa, qui se présenta comme la gouvernante, parlait avec une confiance douce mais intérieurement ferme, celle de quelqu'un qui avait pris soin de cette famille pendant leurs jours les plus difficiles. Dans ses yeux fatigués, Michael vit le même désespoir que dans ceux de Richard. Le regard de quelqu'un regardant impuissant une famille s'effondrait lentement. « Seigneur Stone », dit Rosa avec un fort accent, mais dans un anglais compréhensible. « Je suis contente que vous soyez venu. La señorita a besoin de quelqu'un qui comprend ce que cela signifie de tout perdre. » Elle le guida à travers les couloirs, où des photos de famille de temps plus heureux étaient accrochées au mur. Richard et une belle femme blonde que Michael supposa être la mère de Sarah. Des photos de vacances exotiques, d'anniversaires avec des gâteaux somptueux et des sourires authentiques. « Señora Wellington est décédée quand Sarah avait 12 ans, expliqua Rosa, remarquant son regard sur les photos. Cancer tout comme votre femme. Seigneur Richard a essayé d'être à la fois père et mère, mais l'amour d'un père seul ne suffit pas à réparer un cœur brisé. Ils s'arrêtèrent au pied d'un escalier en colimaçon, et Rosa regarda à l'étage avec inquiétude. Sarah n'a pas quitté sa chambre depuis 3 semaines. Ni les kinésithérapeutes, ni les psychologues, ni même ses amis d'école ne peuvent l'atteindre. Elle refuse de voir qui que ce soit. Michael monta lentement les escaliers, chaque pas lui semblant être un pas dans la douleur de quelqu'un d'autre. La maison était belle, mais stérile. Elle manquait du confort et de la chaleur d'un vrai foyer. Au 2e étage, Rosa désigna une porte fermée au bout du couloir. « Elle sait que vous venez, » murmura Rosa. « Mais elle pourrait ne pas vous parler. Soyez patient, Seigneur Stone. » Elle n'est pas en colère contre tout le monde autour d'elle. Elle est en colère contre elle-même d'avoir survécu alors que peut-être elle n'aurait pas dû. À travers la mince porte, Michael entendit une musique classique faible, quelque chose de triste et de beau, correspondant à l'ambiance de toute la maison. Quand il frappa, la musique cessa, mais il n'y eut pas de réponse. Après 1 minute, il essaya la poignée de porte. La porte était déverrouillée. Sarah Wellington était assise dans un fauteuil roulant coûteux près de la fenêtre de la chambre, regardant le paysage automnal avec le regard sans vie de quelqu'un qui avait enduré trop de douleur pour ses 16 ans. Elle ne se tourna pas quand Michael entra, ne montra aucun signe de reconnaissance de sa présence, mais il remarqua la tension dans ses épaules, comment ses mains serraient les accoudoirs du fauteuil roulant comme si sa vie en dépendait. La pièce était pleine de contrastes. Des meubles et des appareils électroniques coûteux côtoyaient des équipements médicaux. Des affiches de groupes d'adolescents et de films ornaient les murs. À proximité, des cartes de prompt rétablissement, clairement ignorées depuis longtemps. Sur la table de nuit, dans un cadre, se trouvait une photo d'une jeune Sarah franchissant une ligne d'arrivée, probablement lors d'une compétition de course. Ses bras étaient levés en signe de victoire, son visage rayonnant de joie. C'était un rappel douloureusement troublant de tout ce que l'accident lui avait pris. « Vous pouvez partir », dit Sarah sans se retourner. Sa voix était plate et dénuée d'émotion.
Je ne veux pas entendre une autre excuse ou une leçon sur l'importance d'être optimiste et que tout arrive pour une raison. Mon père a amené des dizaines de spécialistes, de psychologues et de faiseurs de miracles ici, mais aucun d'entre eux ne changera le fait. Je ne marcherai plus jamais. Michael ne bougea pas, ne parla pas, resta simplement tranquillement dans l'embrasure de la porte, étudiant cette fille brisée qui lui ressemblait si fortement le mois après la mort d'Helena. Les mêmes yeux vides, la même colère défensive, la même tentative désespérée de repousser quiconque pourrait offrir de l'espoir, pour ensuite le reprendre. Il vit l'intelligence brûler au fond de son désespoir, un esprit volontaire qui était maintenant entièrement dirigé vers l'autodestruction. « Vous avez raison, dit Michael calmement, franchissant le seuil et fermant la porte derrière lui. « Je ne suis pas venu ici pour vous réparer, vous guérir, ou vous donner de faux espoirs de remarcher. Et vous avez absolument raison, tout n'arrive pas pour une raison. Parfois, des choses non terribles arrivent à tas de bonnes personnes, juste comme ça, et il n'y a pas de sens à cela, sauf le sens que nous lui donnons nous-mêmes plus tard. » Les sourcils de Sarah se soulevèrent légèrement. Ce n'était clairement pas la réponse qu'elle attendait d'un autre adulte venu la sauver. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle, et pour la première fois, l'ancienne dureté de sa voix s'adoucit légèrement. Michael regarda autour de la pièce, remarquant l'équipement médical, les fournitures d'art inutilisées mais qui prenaient en la poussière sur une étagère, une guitare appuyée contre le mur avec des cordes détendues et oubliées. « Parce que peut-être nous sommes tous les deux également perdus, dit-il, et parfois c'est bon d'avoir quelqu'un avec vous quand vous cherchez le chemin du retour. » Pour la première fois depuis son arrivée, le masque de Sarah glissa légèrement, et la curiosité scintilla sous les couches de défense. « De retour où ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas encore, admit Michael, mais j'aimerais le découvrir. » Pendant l'heure suivante, ils parlèrent dans la chambre de Sarah de tout, sauf de l'accident et de la paralysie. Michael lui parla d'Emma, de la simple joie de voir une fille de 8 ans découvrir le monde. Sarah parle des livres qu'elle avait lus, des romans complexes sur la philosophie et la nature humaine que peu d'adultes n'auraient pu gérer. Peu à peu, le mur qu'elle avait construit autour d'elle commença à se fissurer, révélant la fille brillante et passionnée qu'elle avait été avant que la tragédie ne modifie son destin. « Avant, je dessinais, avoua-t-elle, jetant un coup d'œil aux fournitures d'art sur l'étagère. J'aimais la façon dont les couleurs s'entremêlaient, pour créer quelque chose de nouveau, mais maintenant mes mains tremblent, à cause des médicaments. Et d'ailleurs, que pourrais-je bien faire qui ait un sens? Et si je vous disais que je connais peut-être une autre façon de travailler avec vos mains ?» Michael offrit prudemment, une qui ne nécessite pas de mouvements parfaitement précis ni de technique parfaite. Sarah se tourna vers lui, sceptique mais intéressée. Par exemple, Michael sortit son téléphone et lui montra une photo de l'une de ses dernières sculptures, un petit oiseau avec des plumes si finement sculptées qu'il semblait bouger même dans l'immobilité. « La sculpture sur bois, expliqua-t-il. L'essentiel dans cet artisanat est la patience et le sentiment. Le bois lui-même semble vous dire ce qu'il veut devenir. Il faut juste apprendre à écouter. » Sarah étudia la photo pendant un long moment et Michael vit son esprit analytique à l'œuvre, envisageant des possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées jamais auparavant. « Pourquoi voulez-vous m'enseigner ?» demanda-t-elle. « Parce que... » Swing. Michael rangea son téléphone. « Je pense que nous devons tous les deux nous souvenir de ce que c'est que de créer à nouveau quelque chose de vraiment beau. » Alors que Michael s'apprêtait à partir, Sarah l'appela depuis son fauteuil roulant. « Si j'accepte d'apprendre, j'ai des conditions. Vous ne me traiterez pas comme si j'étais cassé, vous ne donnerez pas de discours inspirant, et si je vous demande de partir, vous partirez. » Michael considéra ces termes, reconnaissant la même indépendance inébranlable qu'auparavant. « D'accord, dit-il. Quand commençons-nous » Chapitre 4, le chemin de la guérison. Le lendemain matin, Michael arriva à la maison des Wellington avec une sacoche en cuir usé et un morceau de tilleul. Rosa le conduisit à l'étage dans la chambre de Sarah où elle l'attendait avec un mélange d'anticipation et de scepticisme sur le visage. « Les plans ont changé, » annonça Michael. « Nous ne travaillerons pas ici. Mettez votre veste, nous allons dehors. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent de surprise. « Je ne sors plus, » dit-elle rapidement, et les anciens murs défensifs commencèrent à se dresser à nouveau. Trop de variables, trop de gens qui regardent. Michael posa sa sacoche et s'assit en face d'elle. « Sarah, je peux vous apprendre la sculpture ici, dans une pièce stérile parmi les machines, ou je peux vous l'enseigner là où l'artisanat est né, sous le ciel ouvert, dans l'odeur de l'automne et au son de la vraie vie autour de nous. » De longues minutes de lutte interne. Et finalement, Sarah prit une profonde inspiration et hocha la tête. « D'accord, mais si cela se transforme soudainement en un moment d'inspiration, je rentre tout de suite. »
Le jardin derrière la maison Wellington était une véritable œuvre d'art paysager. Des chemins de pierre serpentaient entre des parterres de fleurs soigneusement sélectionnés. De vieux arbres offraient de l'ombre et de l'intimité. Michael choisit un endroit près d'un petit étang où un banc en bois se tenait sous un chêne puissant, ses branches formant au-dessus d'elle une canopée dorée et cramoisie de feuilles, projetant des motifs dansants dans la lumière du matin. Il positionna le fauteuil roulant de Sarah à côté du banc afin que ses mains soient à une hauteur de travail confortable. La première leçon, dit-il, sortant un morceau de tilleul, est la capacité d'écouter. Chaque arbre a une histoire. Où il a poussé, quel vent il a enduré, comment il a vécu et comment il est sa mort. Avant de faire la première coupe, il faut comprendre le matériau. Il plaça le bois dans les mains de Sarah, l'aidant à sentir le grain avec ses doigts. « Sentez ça ? C'est ainsi que les fibres courent en longues lignes droites. C'est la structure naturelle du bois. Ne la combattez pas. Travaillez avec elle et le bois vous récompensera. » Les doigts de Sarah glissèrent prudemment sur le bois, et sur son visage il était clair que son esprit analytique notait tous les détails que d'autres auraient d'en manquer. « C'est beaucoup plus chaud que je ne le pensais, » remarqua-t-elle finalement, et une certaine tension quitta ses épaules. « Et ça a sa propre légère odeur, comme si c'était vivant. » Michael hocha la tête avec approbation. « Exactement. Le bois ne meurt jamais vraiment. Il ne fait que changer. Chaque fois que vous coupez, vous participez aussi à une transformation, aidant le bois à devenir quelque chose d'entièrement différent. » Il sortit un petit couteau à sculpter avec une poignée en bois confortable, lissé par des années d'utilisation. « C'était le couteau de mon grand-père, dit-il. Il m'a appris. Un outil n'est qu'une extension de votre main, de votre pensée, de votre respect pour le matériau. La magie n'est pas dans le couteau, mais dans votre connexion avec ce que vous créez. » Pendant la première heure, Michael ne laissa pas Sarah faire une seule coupe. Elle apprit simplement à tenir le couteau de différentes manières, se familiarisant avec la façon dont la position de sa paume modifiait son contrôle sur l'outil. Lorsque Sarah osa enfin faire sa première coupe, le couteau glissa légèrement et elle coupa plus qu'elle ne l'avait prévu. Elle maudit doucement sous son souffle. Son visage rougit d'irritation. « Je vous ai dit que mes mains tremblaient, Anne, » marmonna-t-elle, déjà sur le point de poser le couteau. C'était une idée stupide. Michael l'arrêta doucement. « Regardez ce que vous venez de faire. » Il montra l'éclat inégal dans le bois. Voyez-vous comment cela change le caractère de toute la pièce ? Et si ce n'était pas une erreur, mais le début de quelque chose d'inhabituel ? Sarah examina attentivement la marque inégale. Son œil artistique commença à voir, non pas des erreurs, mais des possibilités. « Je pourrais l'incorporer dans le design, » dit-elle lentement. « En faire une partie du plan au lieu d'essayer de le cacher. » Michael sourit. « Maintenant, vous pensez comme un vrai sculpteur. Certaines des plus belles choses que j'ai jamais vues sont nées précisément dans ces moments où il fallait travailler avec des difficultés inattendues. » Au fur et à mesure que la matinée avançait, Sarah commença à se détendre et à tomber dans le rythme de l'artisanat. Ses mouvements devinrent plus confiants à chaque petit succès. Au cours des semaines suivantes, Michael et Sarah développèrent leur propre routine simple. Chaque matin en semaine, ponctuellement à 9 heures, il arrivait avec sa sacoche et la pièce à travailler choisie pour la journée. Les compétences de Sarah grandirent rapidement. Sa sensibilité artistique innée et sa persévérance lui permirent de créer des œuvres de plus en plus complexes et expressives. D'abord, elle sculpta un petit oiseau, puis une fleur, puis un arbre miniature avec une écorce texturée et des feuilles délicates. Chaque nouveau projet repoussait les limites de ses capacités. Et Michael regarda avec un souffle coupé comment, avec son savoir-faire, la confiance en soi de Sarah revenait. Plus important encore, il commença à remarquer des changements sans rapport avec la sculpture sur bois. Sarah recommença à lire, commença à appeler ses amis de l'école en vidéo et même montra de l'intérêt à poursuivre ses études à l'avenir. La fille qui n'avait parlé à personne pendant des mois semblait revenir à la vie. Chapitre 5. La vérité révélée. Mais ce fut la 3e semaine de leur leçon que Sarah remarqua pour la première fois quelque chose d'inhabituel dans l'enseignement de Michael. Il travaillait sur une sculpture particulièrement complexe lorsque le couteau de Sarah glissa, la coupant presque au doigt. La réaction de Michael fut instantanée et très révélatrice. Il lui attrapa la main, examina attentivement la coupure, vérifia froidement et précisément son pouls et la réaction de ses pupilles, et posa de nombreuses questions détaillées sur un éventuel engourdissement ou des picotements. Tout cela était le comportement de quelqu'un ayant une formation médicale sérieuse, pas un artisan ordinaire. « Vous venez d'agir comme un médecin, »
dit Sarah, le fixant intensément. En fait, vous agissez comme un médecin de bien des façons. Comment vous surveillez mes mains? Comment vous posez des questions sur la rééducation? Même comment vous ajustez mon fauteuil roulant pour une bonne posture? Michael sentit un frisson le parcourir. Il réalisa que son masque commençait à glisser. « J'ai dit que j'avais étudié la médecine », dit Michael avec prudence. Mais l'esprit de Sarah connectait déjà ce qu'il espérait garder séparé. « Étudier la médecine et être médecin ne sont pas du tout la même chose, rétorqua-t-elle. Vous avez des mains de chirurgien, confiantes, précises, inébranlables, même quand vous m'apprenez la sculpture sur bois. » Elle posa le couteau et roula avec assurance plus près, ses yeux verts pétillants d'intérêt. « Et mon père agit aussi étrangement comme s'il cachait quelque chose. Quel genre de médecin étiez-vous ? Demanda-t-elle directement. Et pourquoi faites-vous semblant d'être quelqu'un d'autre ? Michael sentit les murs de sa nouvelle vie s'écrouler. Il réalisa que la perspicacité de Sarah était une menace bien plus sérieuse pour son secret qu'il ne l'avait imaginé. La vérité allait bientôt éclater, et alors tout entre eux changerait. Michael regarda le cheval sculpté à moitié fini dans ses mains. Ses yeux de bois semblaient en lui reprocher tous les mensonges qu'il avait vécus ces derniers mois. « J'étais neurochirurgien », avoua-t-il finalement. « Je me suis spécialisé dans les lésions de la moelle épinière et du cerveau, j'ai développé des méthodes expérimentales pour restaurer les connexions neurales, et j'ai publié des articles qui ont fait sensation dans la communauté médicale. » Le visage de Sarah changea d'expression l'une après l'autre, surprise, douleur, compréhension, puis une colère froide qui la faisait paraître plus âgée que ses 16 ans. « Alors tout ça, la sculpture, l'amitié, vous m'étudiez juste comme une souris de laboratoire. » Sa voix devint dangereusement calme. « Allez-vous écrire des articles scientifiques sur l'art-thérapie pour les adolescents paralysés? C'était à ça que tout ça servait ?» Michael vit des murs se dresser à nouveau autour d'elle, maintenant encore plus hauts et plus solides qu'avant. Il comprit. Il risquait de perdre non seulement sa confiance, mais la capacité même de l'aider à guérir. « Non, » dit Michael fermement. « Mon travail avec le bois est réel, Sarah. Le fait que je me soucie de vous est vrai. Je ne vous étudie pas et je ne publierai rien sur nos sessions. » Il posa ses outils, se tourna pour lui faire face, sachant que seule une honnêteté complète pouvait sauver leur relation. « J'ai cessé de pratiquer la médecine il y a 3 ans lorsque ma femme était décédée. Juste sur la table où je l'opérais moi-même. Je n'ai pas pu sauver la personne que j'aimais le plus, et après cela, j'ai perdu la foi en ma capacité à aider qui que ce soit. Je suis venu à Millbrook pour me cacher, pour vivre tranquillement et pour oublier mon ancienne vie. » Sarah écouta avec le même sérieux concentré qu'elle montrait en sculptant, examinant chaque mot à la recherche de sincérité. « Votre père m'a trouvé parce qu'il avait entendu des rumeurs sur mon travail scientifique. Il était désespéré et les gens désespérés font tout pour trouver le moindre indice d'espoir. Mais je n'ai pas accepté de vous aider à cause de votre diagnostic, continua Michael. Je suis venu parce que je voyais dans vos yeux ce que je voyais dans mon propre miroir chaque matin. » « Qu'est-ce que c'était, peut-être ?» demanda Sarah, bien que par sa voix il fût clair qu'elle devinait. « Le regard de quelqu'un qui a cru un jour pouvoir changer le monde, puis a perdu cette foi parce que le monde l'a changé, » répondit Michael. « J'ai vu en vous un potentiel, indépendant du fait que vous marcheriez un jour, mais entièrement dépendant du fait que vous trouveriez des raisons de continuer à créer, à vous développer, à devenir vous-même. » Sarah resta silencieuse pendant longtemps, étudiant le cheval de bois comme s'il pouvait apporter des réponses à des questions qu'elle ne connaissait pas encore. « Si vous êtes vraiment neurochirurgien, pourquoi n'avez-vous jamais essayé de m'examiner ou de donner un avis médical ou des conseils de pronostic ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que je ne suis pas votre médecin, » répondit Michael. « Je suis votre ami, et les amis voient qu'en toi des possibilités, pas des handicaps. » Pour la première fois depuis que Sarah avait appris la vérité, son regard s'adoucit légèrement. « Alors, la sculpture n'est pas une thérapie médicale déguisée en art ?» demanda-t-elle à nouveau. « Juste de la sculpture ?» Michael hocha la tête. « Juste de la sculpture, ce qui est très bon pour l'âme. » Leur conversation fut interrompue par une voix inconnue dérivant à travers le jardin. La voix était autoritaire, professionnelle, avec la manière distincte de quelqu'un habitué à une obéissance inconditionnelle. « Docteur Stone !» L'appel retentit. « Je suis le docteur James Morrison de l'université Johns Hopkins. J'ai besoin de vous parler de vos recherches. » Michael eut l'impression d'avoir été rempli d'eau glacée. Morrison était l'un des neurologues les plus respectés du pays. Et surtout s'il pouvait révéler tout ce que Michael fuyait depuis si longtemps. « Restez ici, » dit Michael à Sarah, mais elle tournait déjà son fauteuil roulant vers la maison. « Non, rétorqua-t-elle. Si ça vous concerne et la médecine, ça me concerne aussi. »
Alors qu'il se dirigeait vers la maison, Michael vit du coin de l'œil un homme grand aux cheveux argentés dans un manteau coûteux, discutant passionnément avec Richard Wellington sur le porche. Il savait, toute sa nouvelle vie, soigneusement construite, était sur le point de s'effondrer. Le docteur Morrison était encore plus imposant que Michael ne se souvenait. Autoritaire, brillant et absolument confiant dans sa propre rectitude. Alors que Michael et Sarah s'approchaient Morrison se tourna vers eux, jetant un coup d'œil au fauteuil roulant, aux outils de sculpture, à l'évidente proximité entre le professeur et l'élève. « Michael, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Pour un homme qui est censé se cacher d'une dépression nerveuse dans la solitude, vous avez l'air étonnamment bien. » Richard Wellington se tenait à côté de Morrison, l'air très mal à l'aise, ne sachant clairement pas à quel point il devait révéler ses arrangements. Le docteur Morrison m'a contacté par l'intermédiaire de connaissances mutuelles dans les cercles médicaux, expliqua Richard. Il représente un consortium d'hôpitaux et d'institutions de recherche qui sont très intéressés par votre ancien travail. Morrison s'avança, son regard évaluateur passant de Michael à Sarah. Nous sommes intéressés non seulement par votre ancien travail, mais aussi par ce que vous faites maintenant. L'information se répand rapidement dans notre cercle. Michael, une patiente paralysée qui a fait des progrès significatifs sous la direction d'un neurochirurgien déchu. Ce sont le genre d'histoire qui attire l'attention. Morrison sortit une tablette et leur montra des scanners cérébraux, faisant halter Sarah. « Ce sont des scanners de votre activité cérébrale, mademoiselle Wellington, pris lors de votre dernière IRM. Notez l'activité accrue dans les zones du cortex moteur responsable des mouvements de la main et des doigts. Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'une reconstruction neurale systémique en temps réel. » Sarah examina les images colorées du cerveau, comprenant que des changements se produisaient effectivement à l'intérieur de son crâne. La sculpture n'était pas seulement une thérapie. C'était une intervention médicale à laquelle elle n'avait pas consenti. « Vous m'avez utilisé » murmura-t-elle à Michael si doucement que sa voix était à peine audible. « Tout ce temps, vous avez expérimenté sur moi sans rien me dire. » Michael tendit la main vers elle, mais elle recula brusquement son fauteuil roulant, évitant tout contact. « Sarah, non !» commença-t-il, mais elle le coupa avec un regard de pure trahison. « N'osez pas me mentir à nouveau. Vous êtes neurochirurgien, spécialiste des lésions de la moelle épinière, et soudain vous avez juste décidé d'apprendre la sculpture sur bois à une adolescente paralysée. » Morrison se tint entre eux, appréciant clairement le drame qui se déroulait. « La probabilité d'une coïncidence est nulle, mademoiselle Wellington. Votre père a spécifiquement recherché le Dr Stone en raison de ses recherches, et le Dr Stone a accepté d'aider parce qu'il a vu une opportunité de tester ses théories loin des complexités de la surveillance hospitalière et des comités d'éthique. » Richard Wellington pâlit, réalisant à quel point sa tentative désespérée d'aider sa fille s'était transformée en quelque chose de laid et de manipulateur. « Je ne l'ai pas cherché pour ça, » protesta Richard. Mais Morrison était implacable. La méthode était ingénieuse à sa manière. Utiliser l'art-thérapie comme couverture pour un entraînement neuro-intensif, contournant tous les problèmes juridiques de la chirurgie expérimentale, et, en cas de succès, obtenir une preuve de concept qui pourrait révolutionner les approches du traitement des lésions de la moelle épinière. Les poings serrés de Sarah et la lumière éteinte dans ses yeux indiquaient clairement que la tromperie l'avait choqué. Michael, qui avait tant fait pour ramener cette lumière, était maintenant impuissant. Chapitre 6. Réflexion et rédemption. Quand Morrison partit, Michael sentit le poids ténane de l'inévitabilité sur ses épaules. Richard Wellington posa une main sur son épaule, et ensemble ils regardèrent en la berline disparaître. « Je suis désolé, » dit Richard doucement. « Je ne vous laissais pas que ça se passe comme ça. Sarah s'est vraiment renforcée. Elle a retrouvé plus de confiance, est redevenue elle-même, continua-t-il. Mais maintenant, elle se sent trahie par ceux en qui elle avait le plus confiance. » Michael hocha la tête sombrement, comprenant clairement que briser la foi de Sarah en les gens était bien pire que toute blessure physique. « Et elle a tout à fait le droit de se sentir trahie, dit-il. J'aurais dû lui dire la vérité dès le début. J'aurais dû expliquer ce que j'attendais de travailler avec le bois. » Du fond de la maison, la voix d'Emma se fit entendre, essayant de réconforter Sarah. La spontanéité enfantine d'une fillette de 8 ans était brisée par les complexités du monde adulte. 3 jours passèrent avant que Sarah n'accepte de revoir Michael. Quand elle accepta enfin de parler, ce ne fut qu'à ses conditions. Dans la salle de conférence de l'hôpital avec le docteur Martinez, son neurologue, comme témoin, Sarah était assise dans son fauteuil roulant à la tête de la table polie,
l'air plus âgé que ses 16 ans, et Michael prit le siège en face d'elle. « Je veux savoir exactement ce qui m'arrivait, » dit-elle fermement, malgré la tempête d'émotions qui faisait rage en elle ces jours-là. « Je veux connaître vos recherches, ce que vous attendiez des séances de sculpture, et je veux comprendre ce que signifient ces scanners de la tête. Mais surtout, je dois savoir quelle partie de notre amitié était réelle et quelle était juste une partie d'une autre expérience. » Le docteur Martinez déplaça son regard entre eux, sentant maladroitement la tension dans la pièce, mais comprenant à quel point cette conversation était nécessaire. Michael prit une profonde inspiration et commença à tout expliquer en détail. La théorie de la reconstruction des voies neurales, les chirurgies expérimentales, les premiers résultats encourageants, jusqu'au moment où la mort d'Elena mit fin à sa carrière. Le principe de base est le suivant. Le potentiel du cerveau est bien plus grand que nous ne le pensions auparavant, dit-il avec une précision et une clarté extrême. Si le tissu médulaire est endommagé, les voies neurales responsables du mouvement et de la sensation sont sectionnées. Mes recherches ont montré que des exercices moteurs fins intensifs peuvent aider le cerveau à créer de nouvelles connexions de contournement. Sarah écoutait très attentivement. Son esprit analytique absorbait avidement les détails scientifiques, même si ses émotions commençaient tout juste à en saisir les implications. Donc, cette sculpture sur bois a spécifiquement stimulé certaines zones du cerveau, clarifia-t-elle. La motricité fine, la perception visuospatiale, la coordination œil-main. Tout cela vise spécifiquement la croissance neuronale. Michael hocha la tête à contre-cœur. En partie, c'était la théorie. Mais Sarah, même si la sculpture a aidé votre cerveau à créer de nouvelles connexions, cela ne diminue en rien ce que vous avez accompli. Mais comment savoir ce qui est réel ? Demanda Sarah, la douleur dans la voix. Comment savoir ce qui de mes sentiments et de mes réalisations est réel et ce qui n'est que le résultat d'une manipulation médicale ? Michael marqua une pause, réfléchissant à la profondeur que Sarah avait mise dans la question. « Regardez ce que vous avez créé, » répondit-il finalement, montrant le petit oiseau sculpté que Sarah avait apporté à la réunion. C'était l'une de ses dernières œuvres, frappante par son habileté et sa vision artistique. L'intervention médicale a peut-être donné plus de stabilité à vos mains ou amélioré votre concentration, mais elle n'a pas décidé quoi sculpter. Quelle ligne serait superflue, comment insuffler du sens et de la vie au bois. Tout cela était en vous, dans la partie qui était avec vous avant l'accident, et restera avec vous même si vous ne pouvez plus jamais marcher. Le docteur Martinez hocha la tête avec approbation après les mots de Michael, clairement impressionné à la fois par la profondeur scientifique et la tactique éthique. 2 semaines plus tard, un événement inattendu changea tout à nouveau. Sarah travaillait dans le jardin un matin de printemps ensoleillé, sculptant une œuvre complexe à partir de différents types de bois, quand elle sentit soudain un étrange picotement dans sa jambe gauche. Au début, elle pensa que c'était une douleur fantôme, un phénomène courant avec les lésions de la moelle épinière, mais la sensation ne disparut pas et s'intensifia progressivement. Sarah appela Rosa, essayant de parler calmement en décrivant ce qu'elle ressentait. « Ce n'est probablement rien de spécial, dit-elle, bien que son cœur battait à tout rompre avec un mélange d'espoir et de peur. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, demander à mon père d'appeler le docteur Martinez ? Je pense que j'ai besoin d'être examinée. » Moins d'1 heure plus tard, Sarah était à l'hôpital de Hartford, subissant une série de tests pour déterminer si l'impossible se produisait réellement. Les résultats étaient sans précédent dans l'histoire médicale de Sarah. Les IRM montrèrent des changements significatifs dans les zones autour de la moelle épinière endommagée. La blessure restait grave, comme auparavant, mais il y avait des preuves de nouvelles voies neurales qui n'étaient pas là 6 mois auparavant. Le docteur Martinez appela des collègues de toute la région pour examiner les scanners et confirmer ce qui ressemblait à un miracle médical. « Je n'ai jamais rien vu de tel », dit le docteur Martinez à Sarah et Richard alors qu'ils regardaient ensemble les images du cerveau. Il y a des signes clairs de régénération neurale et de restauration des voies à une telle échelle et à une telle vitesse que cela remet en question tout ce que nous savions sur la récupération après une lésion de la moelle épinière. Le picotement dans la jambe de Sarah n'était pas une douleur fantôme. C'était la première tentative prudente de son système nerveux de restaurer les canaux de signal coupés lors de l'accident. Michael reçut un appel de Richard pendant un cours de menuiserie au centre culturel local. Un travail bénévole qu'il effectuait pendant que diverses vérifications liées à ses activités sans licence étaient en cours. Les mains de Michael tremblèrent alors qu'il écoutait la description des résultats des tests, et il dut s'asseoir pour digérer ce qu'il entendait.
Elle ne marche pas encore, dit Richard avec prudence. Mais il y a des preuves indéniables de régénération neurale. Les médecins pensent que cela pourrait être lié aux exercices moteurs fins intensifs qu'elle a fait effectuer pendant ses séances de sculpture sur bois, mais ils veulent observer son développement un peu plus longtemps avant de tirer des conclusions. Michael fut submergé par un sentiment de justification et de peur simultanément. Justification que sa théorie de la reconstruction neurale pourrait être efficace, et peur de l'impact que cela aurait sur le droit de Sarah à la vie privée et à l'indépendance. La communauté médicale va lui tomber dessus comme des vautours. Tout le monde voudra s'attribuer le mérite de sa guérison miraculeuse. La réaction à l'amélioration inattendue de Sarah fut rapide et grandiose. Des scientifiques des plus grandes universités et centres médicaux contactèrent la famille, demandant la permission d'étudier son cas, offrant des expériences et des partenariats de recherche qui pourraient faire progresser la compréhension de la récupération des lésions de la moelle épinière. Mais Sarah, déjà instruite par l'expérience amère de l'exploitation médicale, aborda maintenant ces opportunités avec une sagesse ferme, ayant appris à protéger ses intérêts. « Je suis prête à participer à des recherches sérieuses, mon sang, qui peuvent aider d'autres patients », dit-elle aux médecins réunis lors d'une réunion de famille à l'hôpital de Hartford. Mais toute recherche me concernant se fera sous le contrôle des défenseurs des patients, avec une transparence totale des objectifs et des méthodes, et avec mon droit inconditionnel de me retirer du projet à tout moment sans conséquence. Je ne serai plus le cobaye de personne, aussi prometteuse que la recherche puisse paraître. Ces conditions furent accueillies avec respect et surprise. De nombreux médecins n'avaient jamais rencontré d'adolescente qui parlait avec autant de confiance de l'éthique médicale. Morrison tenta d'intervenir, arguant que sa précédente observation du cas de Sarah lui donnait la priorité pour étudier sa récupération. Mais il fut rapidement renvoyé par le personnel de l'hôpital qui avait été informé des violations éthiques dans son approche. Mais surtout, l'histoire de Sarah servit de catalyseur à des changements dans la façon dont les institutions médicales abordaient les méthodes expérimentales et le partage des données des patients. L'hôpital de Hartford introduisit de nouvelles règles exigeant le consentement explicite des patients pour toute utilisation de données médicales dans la recherche. Et d'autres institutions adoptèrent des mesures similaires au milieu de la publicité généralisée entourant l'histoire de Sarah. La jeune fille, qui avait été victime d'une surveillance médicale non autorisée, devint la raison de changements systémiques qui protégeraient les futurs patients d'abus similaires. Sa propre expérience la transforma d'une victime en une avocate, et elle embrassa ce nouveau rôle avec la même force d'esprit passionné qu'elle avait affichée dans ses études. Michael se retrouva dans une position unique. D'une part, ses idées le reçurent une reconnaissance, et d'autre part, il fut mis en garde. Les comités d'éthique notèrent que sa méthode pouvait effectivement être utile, mais soulignèrent que son refus d'assurer le consentement éclairé complet des patients était une grave violation des normes professionnelles. La solution fut trouvée dans un accord soigneusement élaboré. Il fut autorisé à poursuivre son travail sur la reconstruction neurale uniquement dans des institutions universitaires, sous un contrôle strict et avec une transparence absolue pour les patients. « Vous avez découvert quelque chose de potentiellement révolutionnaire », lui dit le chef du conseil d'éthique médicale lors de l'audience finale. Mais toute révolution en médecine doit être équilibrée par le respect de ceux que nous visons à aider. Votre méthode est prometteuse, mais l'approche doit radicalement changer avant de devenir éthiquement acceptable. Michael accepta ces conditions avec gratitude, comprenant qu'une seconde chance lui avait été donnée de contribuer à la médecine sans répéter les erreurs qui lui avaient coûté la confiance de Sarah. Chapitre 7. Un nouveau chapitre. La récupération physique de Sarah progressa lentement, mais régulièrement au cours des mois suivants. Les picotements dans ses jambes firent progressivement place à des changements notables. Le tonus musculaire s'améliora, de nouvelles réactions à la stimulation apparurent, puis les premiers mouvements volontaires de son pied gauche. Elle travailla avec des kinésithérapeutes qui furent étonnés par le schéma unique de sa récupération. Ces progrès suivirent dans les voies neurales même que Michael avait discuté dans ses recherches, plutôt que les schémas de rééducation classiques. Mais Sarah aborda toutes les améliorations avec le même réalisme équilibré qu'elle appliquait à tous les aspects de son état. « Je suis reconnaissante pour chaque pas en avant », dit-elle aux journalistes intéressés par sa guérison. « Mais j'ai appris à ne pas lier ma valeur et mon avenir uniquement à mes capacités physiques. Est-ce que je marcherai un jour à nouveau ? Peu importe. Je suis toujours la même personne qui peut créer de belles choses et contribuer au monde. » Cette perspective sur le handicap et la récupération devint un message qui résonna au-delà de la communauté médicale.
La relation entre Sarah et Michael devint beaucoup plus profonde et complexe que celle de simples professeurs-élèves ou médecins-patients. Ils poursuivirent leur projet collaboratif de sculpture sur bois, mais maintenant leur coopération incluait la tenue d'une documentation scientifique et des consultations régulières avec les professionnels de la santé qui suivaient les progrès de Sarah. Michael apprit à équilibrer son désir d'aider avec le respect de l'autonomie de Sarah. Il expliquait toujours ses observations et ses théories, soulignant que toutes les décisions restaient entièrement les siennes. Maintenant, je considère Michael comme un partenaire dans ma récupération, pas comme quelqu'un qui me soigne, expliqua Sarah lors d'une interview télévisée, diffusée exactement 6 mois après que son histoire fut rendue publique. Il partage des connaissances et des conseils, mais il ne décide jamais à ma place ce dont j'ai besoin ou ce que je veux. C'est la différence entre la guérison et la manipulation. Une approche donne le pouvoir au patient, l'autre l'utilise à ses propres fins. Leur relation devint un exemple de collaboration éthique entre médecins et patients. Emma continua de rendre visite régulièrement à Sarah, amenant maintenant des amis d'école intéressés par la sculpture sur bois et inspirés par l'histoire de récupération de Sarah. La maison de la famille Wellington se remplit progressivement de voix d'enfants et d'énergie créative. Sarah commença à donner des cours informels de sculpture aux enfants du quartier, partageant non seulement des techniques, mais aussi des leçons de persévérance, de créativité et de la capacité à trouver la beauté dans les endroits les plus inattendus. Rosa regardait ces rassemblements avec une fierté maternelle, observant Sarah se transformer d'une adolescente isolée et en colère en une jeune femme qui utilisait son expérience pour soutenir les autres. Señorita Sarah a appris la leçon la plus importante, dit Rosa à Michael lors d'une de ses visites. Elle a compris que la guérison est quelque chose qui se fait en collaboration avec d'autres personnes, pas quelque chose qui vous arrive simplement. La maison, qui avait jadis semblé un mausolée lugubre, était remplie de rires et de voix de jeunes gens faisant des projets pour de futures entreprises créatives. 1 an après que leur histoire fut rendue publique, Sarah reçut une invitation qui surprit tout le monde. La Harvard Medical School lui demanda de prononcer le discours d'ouverture de leur symposium annuel sur l'éthique médicale. Debout devant une salle pleine de professionnels de la santé, elle parla avec un calme remarquable de la perspective du patient sur les traitements expérimentaux, de l'importance du consentement éclairé et de l'honnêteté dans la relation médecin-patient. À son meilleur, la médecine est une collaboration entre le médecin et le patient, déclara-t-elle, sa voix résonnant avec confiance jusqu'au dernier rang de l'auditorium. Elle exige la confiance, l'ouverture et le respect mutuel. Si l'un de ces éléments disparaît, même le traitement le plus bienveillant devient une forme de violence. Son discours fut accueilli par une ovation debout. Mais surtout, il suscita de nouvelles conversations sur la réforme de l'enseignement médical, la nécessité de prêter plus d'attention à la communication avec les patients et les aspects éthiques de la pratique médicale. Sarah trouva sa voix en tant qu'avocate, et la communauté médicale l'entendit. Michael assista au discours de Sarah à Harvard, assis au fond de la salle et regardant fièrement son ancienne élève s'adresser aux meilleurs spécialistes du pays. Plus tard, alors qu'ils marchaient ensemble dans la cour de Harvard, Sarah s'appuyait sur des béquilles et pouvait marcher de courtes distances de manière autonome. Ils se rappelèrent tout le chemin qui les avait menés à ce moment. « Avez-vous jamais regretté ce qui s'est passé ?» demanda Michael. « La tromperie, la publicité, toute cette histoire compliquée ?» Sarah réfléchit, abordant toujours les questions difficiles avec réflexion. « Je regrette les mensonges, dit-elle finalement. Mais je ne regrette pas le résultat. Tout ce qui s'est passé, la sculpture, la récupération, même l'utilisation que Morrison a faite de moi, tout cela est devenu la raison de changements qui aideront les autres à ne pas vivre ce que nous avons vécu. Parfois, de bons changements émergent de mauvais débuts, si les gens sont prêts à apprendre de leurs erreurs. » Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la cour de l'université, où les futurs médecins apprendraient et grandiraient, Sarah et Michael comprirent tous les deux. Leur histoire était devenue bien plus grande que ce qu'ils avaient prévu. Il ne s'agissait plus seulement d'une fille qui avait appris à sculpter le bois, ou d'un médecin qui avait trouvé la rédemption dans l'enseignement. Leur expérience devint une étude de cas en éthique médicale, un catalyseur de changements politiques et un rappel. La vraie guérison exige non seulement des connaissances scientifique, mais aussi une compassion sincère. Emma, maintenant âgée de 9 ans et toujours en visite chez Sarah, comprit l'essence de ce qui se passait mieux que quiconque dès le début. Parfois, les choses cassées peuvent être rendues plus belles qu'elles ne l'étaient avant, mais seulement si les gens admettent honnêtement qu'elles sont cassées et travaillent ensemble pour les réparer.
L'oiseau de bois sculpté par Sarah, lors de sa première semaine de cours, se tenait toujours sur une étagère dans l'atelier de Michael. Ses ailes étaient donc déployées en un vol éternel. Un rappel que même les histoires les plus compliquées peuvent se terminer d'une manière honnête et digne pour toutes les personnes impliquées.